Merci donc aux lauréates du prix Développement et Applicabilité. On va passer maintenant au prix du jury Espoir de la recherche. Et j'appelle donc sur l'estrade Vincent Dany et Luigi Formicola. Vincent Dany est fondateur de la start-up française Exadex Innov, qui développe des technologies innovantes et brevetées autour du tissu adipeux humain. Il possède un doctorat en biologie cellulaire et moléculaire de l'Université Côte d'Azur et une formation en gestion de la recherche clinique. Luigi Formicola est le cofondateur et directeur des opérations d'Exadex Innov. Il est titulaire d'un doctorat en biologie cellulaire. Il possède plus de 10 ans d'expérience dans la gestion de projets de recherche et le transfert de technologies dans le secteur des biotechnologies. Il est également impliqué dans le développement de médicaments et donc a pu suivre les évolutions de la recherche préclinique dans ce domaine. Messieurs, je vous laisse la parole. Merci. Je suis un peu plus petit, je vais baisser les micros. Donc bonsoir à tous. Je vais vous prendre votre stratégie pour remercier tout le monde, pour n'oublier personne. Vraiment, toutes les personnes qui ont participé à mettre en place ce prix font vraiment un travail remarquable et de mettre en lumière ce type de recherche, je les en remercie. C'est aussi un honneur de recevoir ce prix puisqu'il vient récompenser en fait plusieurs années de recherche qui ont été menées en collaboration avec nos partenaires académiques, hospitaliers. Et ça, il faut le reconnaître aussi, on n'a pas fait tout ça tout seul. Et aujourd'hui, ça nous permet de poser les bases d'un modèle alternatif à l'expérimentation animale qui va permettre de mieux comprendre les mécanismes qui sont liés aux maladies chroniques associées et métaboliques associées à l'obésité et de développer des solutions pour les patients d'une manière, et ça a été rappelé, qui sera plus rapide, plus éthique, mais surtout beaucoup plus pertinente cliniquement. Donc la technologie qu'on a développée, elle consiste à créer en laboratoire des véritables modèles de graisse humaine directement issus de donneurs qu'on récupère à partir de déchets opératoires de type liposuction. Et on est capable, avec des processus de dissociation mécanique et sans apport exogène, de conserver viables et fonctionnels ces tissus pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois en laboratoire, tout en conservant en fait la structure tridimensionnelle et la complexité de ces tissus. On voit ici la matrice extracellulaire de collagène qui compose en fait ce tissu et qui en fait sa structure, les réseaux lymphatiques, les réseaux vasculaires qu'on voit ici en rouge, et tout ça fait qu'on a une complexité qui permet de conserver la physiologie d'origine des patients à partir desquels on dérive nos modèles. Ça permet de générer des données humaines qui vont être cliniquement pertinentes pour évaluer la toxicité ou l'efficacité de tout produit qui va cibler la graisse humaine. À partir de cette technologie, avec le soutien de nombreux partenaires, dont tous les logos sont en bas, on a pu en faire un produit qui est maintenant utilisé par des industriels dans différents secteurs, que ce soit la dermatologie, cosmétique, pharmaceutique, médecine esthétique et reconstructrice au sens large. Mais l'idée du projet OBFAT 3D, elle vient d'un constat qui est général et qui est particulièrement vrai dans le cas des maladies métaboliques associées à l'obésité, c'est qu'il y a plusieurs freins qui sont identifiés pour permettre à une molécule d'arriver jusqu'au patient final. Ces 3 points, il y a premièrement des modèles de laboratoire en fait, qui ne sont pas assez pertinents cliniquement pour pouvoir dérisquer ces molécules plusieurs années avant l'application chez l'homme. Des modèles animaux, et là je rejoins ce que vous avez dit, l'homme est très différent de l'animal, surtout en ce qui concerne des questions d'obésité, et tous les êtres humains sont différents entre eux. C'est particulièrement le cas dans l'obésité, où c'est une maladie qui est multifactorielle, avec différentes pathologies que peuvent avoir des patients en situation d'obésité. Tout ça fait qu'il y a un taux d'échec assez élevé. Et pour illustrer ce propos, on peut prendre l'exemple d'un médicament qui est actuellement sur le marché dans une indication totalement hors obésité et qui cible, dont le mécanisme d'action est très connu. On sait exactement comment ça fonctionne. Et chez ces patients-là, on a observé une perte de poids.
Donc l'industriel s'est dit, je vais le repositionner dans une indication obésité. Donc la logique veut qu'on aille tester ce médicament chez des modèles animaux rendus obèses. Et là, ça marche très bien également. On observe des pertes de poids. Donc on passe chez l'homme en situation réelle. Et là, les effets sont beaucoup moins forts qu'attendus. Donc logiquement, on augmente la dose, mais en augmentant la dose, on aperçoit des effets secondaires qui font qu'au final, cette molécule elle est retirée du marché après plusieurs années de recherche et d'efforts financiers notamment, qui du coup ne bénéficieront pas aux patients. Quelle expérience on peut tirer de ça ? Que les modèles de laboratoire ainsi que les modèles animaux n'ont pas permis de dérisquer suffisamment tôt le développement de ce médicament. Et quand on s'intéresse de plus près en fait, à la biologie du tissu adipeux, on se rend compte qu'au contraire de la souris où c'était le récepteur Y3 qui était majoritairement exprimé, chez l'homme, il est très faiblement exprimé et c'est le récepteur Y2 qui est majoritaire. Donc il y a un effort de la communauté scientifique dans le domaine des maladies métaboliques associées à l'obésité pour mieux comprendre la biologie et la physiopathologie du tissu graisseux de ces patients en situation d'obésité. Et on participe à cet effort de recherche avec une thèse CIFRE soutenue par l'ANRT, l'Université Côte d'Azur à travers son programme IDEX 2030, l'IPMC, le CHU de Nice. Et ce qu'on a cherché à faire, c'est de caractériser ce qui faisait la signature de ces tissus pathologiques. Alors sans surprise, on voit qu'il y a de la fibrose, de l'inflammation de bas grade qui est concernée. Donc là, rien de nouveau. Mais ce qui est innovant, c'est que pour la première fois, on peut avoir... Non, c'est dans l'autre sens. On peut avoir accès au niveau d'expression de ces marqueurs de fibrose et d'inflammation. Et ainsi, on peut savoir quel est le niveau pathologique qu'on doit atteindre pour être cliniquement pertinent. Donc on peut, avec nos modèles physiologiques, induire avec des effecteurs chimiques de manière contrôlée des niveaux de fibrose et d'inflammation qui vont venir à des niveaux comparables avec ce qu'on peut observer chez des patients en situation d'obésité. L'avantage de ces modèles aussi tissulaires, c'est qu'on va recréer l'inflammation et la fibrose dans l'environnement général et le complexe global du tissu. Donc on peut voir à droite qu'on arrive à remettre le remodelage, en fait, les modifications structurelles de ces tissus. Et à gauche, pour les plus avertis, vous verrez la fibrose qui est induite dans ce tissu qu'on arrive à reproduire. La vraie question, c'est est-ce que ces modèles vont permettre de raconter une autre histoire et de dérisquer plus rapidement en fait, des nouveaux candidats médicaments. Donc testons maintenant l'hypothèse en ciblant ce récepteur Y2 dont on sait qu'il est exprimé chez l'homme. On arrive à reproduire cette expression dans nos modèles physiologiques. Et en testant différents types de molécules et en regardant s'ils induisent des marqueurs anti-obésité, on peut voir qu'effectivement, sans surprise, le médicament qui cible Y2, comme il est présent physiologiquement, il va avoir un effet positif, alors que la molécule Y3, précédemment décrite, n'a aucun effet. Ce qui est intéressant maintenant, c'est de regarder cet effet-là dans une population cible, donc de patients en situation d'obésité. Chez ces patients-là, le récepteur Y2 n'est pas présent également. Et ça, on arrive à le reproduire dans nos modèles. Et donc, sans surprise, le médicament n'a pas également d'effet anti-obésité espéré. Mais c'est là qu'il faut s'attarder sur la complexité en fait, de ces pathologies. Et parmi les patients en situation d'obésité, il y a des différences, ils peuvent avoir différentes maladies métaboliques. Et quand on regarde une population particulière, donc des patients en situation d'obésité qui ont la MASH, donc c'est-à-dire une maladie du foie, on voit que ce récepteur est exprimé au niveau physiologique. Donc on peut, avec ce type de médicament, et c'est illustré tout à droite, avoir cet effet anti-obésité qu'on ne peut pas avoir dans la population générale, mais uniquement sur cette partie de la population cible. Donc ça, c'est un exemple non exhaustif de ce qu'on peut faire en fait, avec ces modèles qui caractérisent mieux le contexte physiopathologique et permettent de développer d'une manière plus éthique, certes, mais avec une relevance clinique des patients cibles et permettent de développer des médicaments plus vite, moins chers, et pour bénéficier aux patients le plus rapidement possible. Alors cette méthodologie, on l'emploie aussi chez Exadex dans différents domaines d'application pour aller mimer, reproduire des tissus qui vont représenter différentes conditions physiologiques. Donc on travaille avec la dermatologie
pour mimer des modèles de graisse de visage, avec la médecine esthétique pour des modèles injectables. Et l'ensemble de ces modèles vont permettre d'avoir des modèles physiologiques alternatifs à l'expérimentation animale beaucoup plus pertinents dans le futur. Et j'en profite pour remercier tous les partenaires avec lesquels on travaille quotidiennement. Et je pense que ça illustre bien la façon dont on peut, en France, cumuler recherche fondamentale avec nos partenaires, lien avec la recherche qui est menée dans les entreprises de type start-up ou les industriels pour faire avancer la science au bénéfice des patients. Je vous remercie.